Bismillah. Il y a longtemps, dans une pauvre chaumière, vivaient trois sœurs, toutes plus belles les unes que les autres. Elles étaient courageuses et travaillaient du matin au soir. Leur maison était propre et accueillante, ce qui ravissait leur grand-mère, Babaricha, qui aimait rester assise près du poêle à ne rien faire. Un soir, comme à leur habitude, les trois sœurs filaient le lin à leur rouet quand l'aînée, s'abandonnant à la rêverie, murmura: quel bel homme que le tsar Clair-Soleil. On dit qu'il cherche une épouse, gracieuse et travailleuse. S'il pouvait me choisir, je cuisinerais moi-même notre banquet de mariage, et j'y inviterais le peuple tout entier. Moi, dit la cadette en riant, je fabriquerai une toile très fine et j'offrirai du drap au peuple tout entier. Moi, soupira la Benjamin, je donnerai tout simplement à mon époux un beau-fils plein de santé. Or, comme le hasard fait bien les choses, le puissant tsar Clair-Soleil, qui passait par là, entendit les propos des trois sœurs par la fenêtre restée ouverte, et en fut fort ému. Sans hésiter, il entra dans la chaumière. C'est toi que je veux pour épouse, dit-il, en tendant les bras vers la Benjamin. Quant à vous, chère et douce sœur, vos vœux seront exaucés. Tu pourras filer le lin tous les jours, dit-il à l'une, et toi préparer tous mes banquets, dit-il à l'autre. Ce qui fut dit fut fait. Le tsar emmena les trois sœurs au palais, l'une tissa des toiles d'une grande finesse, l'autre prépara des mets délicieux, et la troisième, devenue tsarine, attendit un enfant. Mais par malheur, le pays fut attaqué par l'ennemi. La mort dans l'âme, le tsar Clair-Soleil dut quitter sa femme et partir défendre son pays. Le temps passa, et un jour, la tsarine donna naissance à un très beau garçon en pleine santé. Sans plus attendre, elle écrivit à son époux pour lui apprendre la bonne nouvelle. Mais la naissance de cet enfant ne réjouissait pas tout le monde. Les deux aînées, devenues jalouses du bonheur de leur cadette, voulurent lui nuire. Comment faire demandèrent-elles à la vieille Babaricha, jalouse elle aussi. C'est facile, répondit celle-ci. Nous allons faire boire le messager, et quand il sera ivre, nous échangerons la lettre de la tsarine contre une autre. Elles firent ce qu'elles avaient convenu. Quand, sur le champ de bataille, le tsar Clair-Soleil lut le message, il faillit devenir fou de douleur. Il y était écrit: Grand tsar, hier, ta mauvaise épouse t'a donné un successeur. Mais ce n'est ni un fils, ni une fille. C'est un monstre, mi-grenouille, mi-souris. Nous ferons ce que tu nous ordonneras. La douleur du tsar fit bientôt place à la colère, mais son amour pour la belle tsarine lui fit reprendre ses esprits. N'agissez pas dans la hâte, écrivit-il à ses conseillers. Je déciderai moi-même que faire de l'enfant quand je reviendrai de guerre. Le messager chevauche sur son cheval rapide en cachant sur son cœur le précieux message du tsar. Mais au malheur, la vieille et méchante Babaricha l'attendait aux portes de la ville. Elle l'attira dans une taverne et le fit boire. Elle le fit boire tant et tant que, devenu inconscient, il ne se rendit pas compte qu'elle ouvrait sa chemise pour prendre la lettre du tsar et la remplacer par une autre. C'est un message cruel que lurent les conseillers du tsar. Moi, Clair-Soleil, je vous fais part de ma volonté. Jetez dans les vagues de l'océan l'enfant et sa mère. Ceci est un ordre. Exécutez-le. Les conseillers furent horrifiés. Mais que pouvaient-ils faire? La volonté du tsar était sacrée. Appelant la mort dans l'âme, ils se dirigèrent vers les appartements de la tsarine et ne se laissèrent dissuader ni par des larmes de la jeune femme, ni par les merveilleux sourires du petit garçon. Ils firent construire un grand tonneau, y enfermèrent la mère et l'enfant, et le firent jeter dans les vagues de l'océan. Mais le tonneau ne sombra pas. Il flotta en portant loin la tsarine et son petit garçon. La jeune femme serrait fort son enfant et les larmes qui coulaient de ses yeux inondaient le visage du petit tsarevitch. Comme elles étaient chaudes et pleines d'amour, elles firent grandir l'enfant. Il devint très vite un jeune homme beau et intelligent. Belle vague qui parcourait l'étendue de la mer, supplia-t-il, ayez pitié de la tsarine et du jeune tsarevitch. Emmenez-nous vers la rive, épargnez nos pauvres vies. La mer alors se souleva et une grosse vague rejeta le tonneau vers une plage déserte.
Il roulait sur le sable mouillé. Une dernière larme de la tsarine coulait sur le visage du tsarévitch. Il y trouva les forces nécessaires pour soulever le couvercle du tonneau et le faire éclater en mille morceaux. Ils avaient voyagé au gré des flots pendant des jours et des jours, et ils étaient affamés. Le tsarévitch coupa les deux branches du seul arbre qui poussait dans cette île déserte. De l'une, il fit un arc, de l'autre, une flèche. Il enleva de son cou le cordon auquel était pendue une croix et l'utilisa pour tendre son arc. Puis avec son arme de fortune, il partit à la chasse. Il marcha, escalada des rochers, longea la grève sans rencontrer âme qui vive. Soudain, il entendit des cris perçants venant de la mer. C'étaient ceux d'un beau cygne blanc. Un énorme rapace, serre ouverte, tournait et s'apprêtait à fondre sur lui. Le tsarévitch eut pitié du cygne. Il banda son arc et transperça le corps du rapace de sa flèche. L'oiseau, touché en plein cœur, s'abattit dans l'eau comme une pierre. Réunissant ses dernières forces, il ne réussit qu'à griffer le cou élancé du cygne avant de disparaître dans les profondeurs de la mer. Puis ce fut le silence. Le tsarévitch soupira. Il venait de perdre son unique flèche. Ne regrette rien, lui dit alors le cygne. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Tu viens de tuer un méchant sorcier. Moi non plus, je ne suis pas ce que tu crois. Je saurai te récompenser. Je te viendrai toujours en aide. Bientôt, tous tes soucis prendront fin. Le cygne battit lourdement des ailes et s'envola vers l'horizon rougi par le soleil couchant. Le jeune homme prit le chemin du retour, triste de n'avoir rien trouvé à donner à manger à sa mère. Mais celle-ci ne lui fit aucun reproche et l'accueillit avec un sourire. La nuit tombait et tous deux s'allongèrent sur le sable pour dormir. Le tsarévitch fut réveillé par les premiers rayons du soleil. Il n'en crut pas ses yeux. Devant lui s'élevaient de puissants remparts, deux tours blanches comme l'écume de la mer, un palais aux coupoles dorées et des églises aux toits argentés. Tout excité, il réveilla sa mère. Mère, ma chère mère, dit-il en la prenant par la main, le cygne blanc a tenu parole. Tous nos soucis vont prendre fin. Entrant dans cette ville magnifique, les gens ne nous laisseront sûrement pas mourir de faim. Dès que la tsarine et son fils franchirent les portes de la ville, les cloches se mirent à sonner à tout rompre. Une foule enthousiaste accourut de tous côtés, et les popes à genoux remercièrent le ciel. Les sabots des chevaux claquèrent sur les pavés, des carrosses descendirent des comtes et des chevaliers qui s'inclinèrent respectueusement devant le jeune homme et sa mère. Entouré de religieux en grande tenue, le patriarche en personne déposa une couronne finement ciselée de pierres précieuses sur la tête du tsarévitch. Et lui donnant sa bénédiction, il l'amena jusqu'à un trône d'or et le fit asseoir. Et c'est ainsi comme dans un rêve que le jeune homme devint le maître de la ville aux tours dorées et prit le nom de Gvidan. Le temps passa, et un jour apparurent à l'horizon les voiles blanches d'un navire. À son bord, les marins, étonnés, regardaient fixement devant eux, sans en croire leurs yeux. Ne nous sommes-nous pas trompés de chemin demanda l'un d'entre eux. Cette île a toujours été déserte. Regardez cette ville, ce palais aux tours blanches et aux coupoles dorées. Un tir de canon ordonna au navire de jeter l'ancre dans le port, et son capitaine n'osa pas refuser. Dès que les marins mirent pied à terre, les messagers s'approchèrent d'eux, leur annonçant que le puissant seigneur Gvidan désirait les recevoir. Au cours du généreux banquet qui leur fut offert, le jeune tsarévitch posa 1000 questions. Il demanda à ses hommes d'où ils venaient, quelles terres ils avaient parcourues, quelles mers ils avaient traversées, quelles marchandises ils transportaient et à quoi ressemblait le pays de l'autre côté de l'horizon. Nous avons navigué tout autour de la terre, répondirent les marins en se vantant. Nous avons acheté des peaux de rennes, des peaux d'hermine blanches, comme la neige, et d'autres de renards polaires. Si le vent continue de souffler dans nos voiles, nous serons bientôt arrivés sur l'île de Bayane. Puis nous naviguerons vers l'est en direction de l'empire du grand tsar Clair-Soleil. Gvidan poussa un soupir et but une gorgée d'eau pour faire passer l'amère tristesse qui lui serrait la gorge. Bon vent, courageux marin, dit-il enfin d'une voix ferme. Transmettez au tsar Clair-Soleil les salutations cordiales du seigneur Gvidan. Puis il accompagna ses hôtes jusqu'au port.
Longtemps il suivit du regard les voiles blanches du navire. Quand il les vit disparaître, les larmes lui montèrent aux yeux. L'une d'elles tomba dans la mer. Aussitôt le cygne blanc apparut sur les vagues. Pourquoi es-tu si triste lui demanda-t-il. Que regardes-tu à l'horizon? Le navire qui a disparu au loin a emporté une partie de mon cœur. J'aimerais retourner dans mon pays et voir le visage de mon père. Ne désespère pas, jeune et beau Tsarevitch. Si tu le veux, je te transformerai en moustique. Tu voleras jusqu'au navire, tu te cacheras dans une fente de la coque et pourras retourner chez toi. Le Tsarevitch accepta sans hésiter. Le cygne blanc déploya ses ailes, agita la surface de la mer et arrosa le jeune homme de quelques gouttes argentées. Le Tsarevitch se transforma alors en un minuscule moustique qui s'envola en sifflant vers le navire. Le vent souffla dans les voiles. Le bateau vola vers la terre ferme comme un oiseau bleu. Dès que les marins jetèrent l'ancre dans le port, des messagers arrivèrent pour les inviter à la cour. Peu de temps après, il s'inclinait devant le grand clair soleil. Son trône était d'or. La salle de réception brillait des 1000 flammes des chandelles, mais les yeux du tsar étaient plus sombres que le fond de l'océan. Les sœurs de la tsarine, la jalouse fileuse et la mesquine cuisinière, étaient assises à côté du trône. Babaricha se pavanait. D'où venez-vous demanda le tsar avec gentillesse. Quel pays avez-vous visité? Quelle mer parcouru? Quelle merveille avez-vous admiré? Les marins racontèrent leur voyage et la plus étrange chose qui leur soit arrivée. Il y avait jadis en pleine mer une île déserte qui n'était rien qu'un amas de rochers au milieu des vagues. Et cette fois-ci, ô miracle, d'imposants remparts si élevés vers le ciel, il y avait un magnifique palais aux tours blanches et aux coupoles dorées. C'est là que vit le seigneur Gvidan et sa douce et tendre mère. Sache, grand tsar, que ce seigneur t'envoie ses cordiales salutations. Une lueur traversa les yeux du souverain. Je souhaiterais voir ce pays mystérieux avant de mourir, dit-il dans un soupir, et je rencontrerai avec plaisir le seigneur Gvidan. Babaricha et les méchantes sœurs furent saisies par un mauvais pressentiment. Tout cela n'est rien, s'exclama la rusée cuisinière. Écoutez quelque chose de plus merveilleux encore. Quelque part dans la forêt profonde, il y a un sapin. Sous le sapin se trouve une grotte étroite. Dans cette grotte vit un écureuil doré qui casse des noisettes dorées. Et dans chaque noisette dorée, l'écureuil trouve une émeraude grosse comme un poing. À cet instant, le moustique tournoya autour de la tête de la cuisinière et la piqua à la paupière. Son œil entier gonfla comme une pastèque mûre. La vieille Babaricha enleva sa chaussure et leva la main pour en frapper le moustique, mais avant qu'elle eût le temps de l'écraser, il s'envola très loin de l'autre côté de la mer. Gvidan, rentré chez lui, n'était plus qu'un corps sans âme. La tristesse l'avait envahi. Souvent, il venait sur la grève et regardait au loin. « Pourquoi es-tu triste ?» lui demanda un jour le cygne blanc. Gvidan lui raconta la merveille de la forêt lointaine. Sous un sapin, au milieu de cette forêt, se cache une petite grotte, et dans cette grotte, un écureuil casse des noisettes dorées dont les fruits sont des émeraudes. Ne te tourmente pas, lui dit le cygne, je connais cette histoire, il se peut même qu'il s'y cache un peu de vérité. Le cygne battit lourdement des ailes et disparut. Le jeune homme s'apprêtait à faire demi-tour quand, soudain, il s'arrêta pétrifié. Un très haut sapin se dressait devant les portes du palais. Dans ses racines entremêlées se trouvait l'entrée d'une grotte, d'où sortait la tête d'un petit écureuil qui cassait des noisettes dorées contenant des émeraudes brillants de 1000 feux. Déjà les gens se pressaient tout autour et la foule murmurait d'excitation. Gvidan remercia le cygne blanc de ce merveilleux cadeau et ordonna au meilleur de ses architectes de bâtir une maison transparente de pur cristal pour le petit animal. Des gardes se relayèrent à son entrée jour et nuit. La plus travailleuse des servantes de la cour reçut pour tâche de soigner le petit écureuil, de lui procurer de douces noisettes et de lui préparer de délicieux gâteaux au miel. Le gardien du trésor en personne eut l'honneur de compter quotidiennement les émeraudes. Il en eut très vite, tant et tant que, posés les uns sur les autres, ils formèrent une véritable colline. L'île brillait comme seul le soleil peut le faire.
Les marins qui passaient au loin s'interrogèrent sur cette étrange clarté qui les forçait à se protéger les yeux. La mer aurait-elle pris feu demandait l'un. Est-ce une éruption de volcan demandait l'autre. Autant de questions qui restèrent sans réponse, jusqu'à ce qu'un tir de canon, leur ordonnant de venir jeter l'ancre au port, leur fit reconnaître la ville aux tours blanches et aux coupoles dorées, la cité du seigneur Gvidon. Comme la première fois, les marins furent invités au palais et Gvidon se montra curieux de leurs aventures. Le voyage a été bon, raconta le capitaine. Nous avons acheté sur les rives du Don un troupeau entier de chevaux et poussés par les vents, nous naviguons à présent vers le pays du tsar Clair-Soleil à l'est de l'île Bayern. Transmettez mes sincères pensées au grand tsar, dit le jeune seigneur en souriant tristement. Les marins se régalèrent d'un somptueux festin, puis le jeune Gvidon les accompagna jusqu'au port. Il resta longtemps à regarder le bateau s'éloigner, et quand celui-ci disparut à l'horizon, une larme chaude coulait de ses yeux et tomba dans la mer. Le cygne blanc apparut aussitôt. Pourquoi es-tu si triste lui demanda-t-il. Mon père me manque, répondit-il. Je voudrais t'en revoir son visage. Rien de plus simple. Je vais te transformer en mouche, et tu pourras voler jusqu'au bateau. Le cygne battit des ailes et arrosa le jeune homme d'une pluie argentée. Gvidon se transforma aussitôt en insecte et alla se cacher dans une fente de la coque du bateau. Le vent fut propice et le voilier arriva bientôt à bon port. Les marchands et les courageux marins furent invités au palais. La petite mouche vola à leur suite. Dans la vaste salle dorée, tous s'inclinèrent profondément devant le grand tsar Clair-Soleil. Gvidon remarqua l'infinie tristesse de son père, son regard sombre qui exprimait une profonde solitude. Par contre, la maligne cuisinière, qui avait toujours l'œil gonflé par la piqûre du moustique, ainsi que sa sœur, la fileuse et la vieille Babaricha, se rengorgeaient de leur position à la cour. Le tsar salua aimablement les navigateurs et les emmena lui-même vers les tables richement garnies au cours du dîner. Il les interrogeait sur leur voyage. Depuis le temps que nous parcourons les mers, nous avons vu beaucoup de choses étonnantes, raconta l'un des marins. Mais cette fois, une merveille nous a coupé le souffle. Jadis au large se dressait une île rocheuse et déserte. On ne sait pas quel miracle de magnifiques coupoles dorées et des tours blanches se sont dressées vers le ciel, mais ce n'est pas tout. Aux portes du palais, il y a maintenant une maison en pur cristal, où un écureuil casse des noisettes dorées et en sort des émeraudes grands comme le poing. Il y en a tant et tant que, posés les uns sur les autres, ils forment une véritable colline qui brille au loin, comme seul le soleil peut le faire. Des ministres du Trésor et de nombreux écrivains publics essaient d'en faire le compte sans jamais y arriver. D'ailleurs, cela a peu d'importance, car chacun peut se servir comme il l'entend. Dans ce pays, chacun des sujets possède autant que son seigneur. On n'y connaît ni l'envie, ni la jalousie, on ne sait pas ce qu'est la guerre. Le peuple entier chérit son Seigneur, le jeune et beau Gvidon, qui nous a demandé de te transmettre ses pensées les meilleures. J'aimerais beaucoup voir cet endroit et rencontrer ce jeune seigneur, dit le tsar en hochant la tête. Les deux méchantes sœurs et leur grand-mère eurent un mauvais pressentiment. Elles chuchotèrent entre elles, bien décidées à trouver un moyen pour empêcher le tsar d'entreprendre ce voyage. Même si vous n'avez pas menti et que vous avez vu ce miracle de vos propres yeux, dit la sœur fileuse en éclatant de rire. Au nez des marins, ce que je vais vous raconter est bien plus merveilleux que votre banale histoire. Dans un pays lointain, la mer s'ouvre parfois, l'eau tourbillonne et des profondeurs sortent 33 jeunes chevaliers. Leurs armures en écailles brillent comme le ciel du petit matin. Noir Fléau lui-même guide ces courageux guerriers. Que pensez-vous de ce prodige? La petite mouche se mit alors à bourdonner et piqua cruellement la paupière de la fileuse. Son œil se mit immédiatement à gonfler comme un ballon. La vieille Babaricha retira sa chaussure et leva la main pour en frapper la mouche, mais celle-ci volait déjà par-dessus la mer. Le jeune Gvidon rentra chez lui, sain et sauf, mais il était plus triste que jamais, sa mère essayant en vain de le consoler. Un jour qu'il était assis sur un rocher à regarder l'horizon, une larme coulait de son œil dans la mer. Avant qu'il ait eu le temps de s'essuyer les yeux, le cygne blanc était là. « Pourquoi souffres-tu, bon tsarevitch » lui demanda-t-il.
Gvidon lui parla de ce pays lointain, où la mer s'ouvre parfois pour laisser passer 33 chevaliers aux armures brillantes, conduits par Noir Fléau en personne, le guide des tourbillons marins. Ne te tourmente pas, cher enfant, puisque ces chevaliers courageux sont mes propres frères. Celui qui est à leur tête, c'est mon père bien-aimé, dit le cygne avec douceur. Tu les verras très bientôt. Rentre tranquillement chez toi. Le visage de Gvidon s'illumina de bonheur. Il retourna au palais, ordonna à ses cuisiniers de préparer un banquet et se précipita au sommet de la plus haute tour. À cet instant, la surface de la mer se couvrit de sombres et sauvages vagues qui vinrent se fracasser sur les rochers. De l'écume qui jaillissait vers le ciel sortirent 33 chevaliers aux armures étincelantes. À leur tête se tenait un vieil homme, aux longs cheveux blancs, qui lui sourit et le salua de la main. Gvidon dévala les escaliers pour aller accueillir ses hôtes et s'inclina respectueusement devant eux. Je suis venu parce que ma fille me l'a demandé, dit le vieil homme, en posant aimablement la main sur l'épaule de Gvidon. Et nous reviendrons tous, les jours à l'aube, nous sortirons du fond de la mer pour te protéger, toi et ton pays. Ainsi tous les jours, les chevaliers revinrent, le jeune et beau Gvidon rayonnait de bonheur. Un voilier blanc à l'horizon cria un jour le gardien de la tour, à l'instant même où l'armée éblouissante disparaissait au plus profond des flots. À bord, les marins n'en croyaient pas leurs yeux. 33 chevaliers aux armures étincelantes qui venaient de s'engouffrer dans la mer, c'était un miracle. Ils n'eurent pas le temps de se remettre de leur surprise qu'un tir de canon leur ordonnait de venir mouiller dans le port. Vers quels horizons vous amenez le vent? Qu'avez-vous vu? Leur demanda Gvidon au cours du banquet. Nous avons fait le tour du monde, répondirent les marins. Nous revenons avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent et du cuivre. Nous avons hâte de rentrer chez nous à l'est de l'île Bayane, au pays du grand tsar Clair-Soleil. Je ne vous retarderai pas, dit le seigneur Gvidon avec tristesse. Il les raccompagna jusqu'à leur navire et resta longtemps à les regarder s'éloigner. Une larme glissa sur son beau visage et tomba dans l'eau bleue. Le cygne blanc apparut aussitôt. Pourquoi es-tu si triste? Lui demanda-t-il. J'ai le mal du pays, répondit encore une fois le jeune homme, et mon père me manque. Ce voilier a emporté une partie de mon cœur. Le cygne battit la surface de la mer et de ses ailes blanches, et quelques gouttes mouillèrent le jeune homme. Gvidon disparut, un petit bourdon brun et or vola vers le navire, et il se cacha dans une fente de la coque. Quelques jours plus tard, le voilier accostait à bon port. Clair-Soleil était assis sur son trône dans un habit magnifique, mais son regard fatigué trahissait une profonde amertume. À côté de lui se tenaient les méchantes sœurs et la vieille Babalicha. Dites-moi, marin, où avez-vous navigué? Demanda le tsar. Avez-vous vu des merveilles dont je n'ai encore jamais entendu parler? Il y a un endroit au milieu des mers où se dressaient jadis des rochers hostiles contre l'un des marins. Mais un jour, au miracle, dans cette île déserte, s'éleva une ville magnifique, aux gracieuses tours blanches, aux coupoles dorées, dans une maison en cristal non loin des portes du palais. Un écureuil casse des noisettes dorées et en sort des émeraudes, grands comme le poing. Il y en a tant et tant qu'une colline étincelante s'élève vers le ciel. Tout cela vous le savez déjà, mais ce n'est pas tout. Maintenant, au premier rayon du soleil, la mer se couvre de vagues déferlantes, l'eau se fracasse contre les rochers, et dans l'écume blanche apparaît une armée de 33 chevaliers aux armures brillantes de mille feux. À leur tête se tient un vieil homme aux cheveux blancs comme la neige. Gvidon, le seigneur de l'île, les accueille chaque jour. Ce pays où tous les sujets sont riches et qui ne connaît pas la guerre est sous la protection des forces mystérieuses de la mer. Le jeune et beau seigneur qui le gouverne t'adresse ses meilleures salutations et souhaite de tout cœur que ton peuple te chérisse. Le tsar Clair-Soleil reste un moment silencieux. Je voudrais tant voir ce pays avant de mourir, dit-il enfin, faire la connaissance du seigneur Gvidon et oublier mon chagrin. Ce ne sont que paroles déraisonnables, s'écria la vieille Babalicha. Qu'y a-t-il de si extraordinaire? Un vieillard à la tête d'une troupe de brigands errant aux portes de la ville en demandant la charité. Bêtise! Moi, grand tsar, je connais un vrai miracle. Loin, très loin, au-delà de cette mer, vit une belle tsarine. Elle a un visage d'ange. Ses joues sont fraîches et roses et ses yeux brillent comme le soleil de midi.
La lune se couche dans ses cheveux et son front nacré, à l'éclat des étoiles. Son pas est élégant et son sourire pareil à l'aurore. Sa voix est douce comme la brise. Cette jeune femme est plus belle encore que le plus beau des rêves. Entendant comment la vieille intrigante cherchait à embrouiller l'esprit du tsar, le bourdon se mit à s'agiter et lui piqua méchamment le nez qui se mit à gonfler et devint aussi gros qu'un melon. Attrapez-le, s'écrièrent les deux sœurs en levant leurs poings, mais le petit bourdon brun et doré volait déjà par-dessus les vagues vers son île. Guidon arriva sain et sauf chez lui, mais il était toujours aussi triste. Un jour qu'il était assis sur un rocher, une larme coulait de ses yeux dans la mer. Aussitôt le cygne blanc apparut. Pourquoi es-tu toujours aussi triste lui demanda-t-il. Je vis seul, sans amour. Même le merle s'envole vers le ciel, une merlette à ses côtés. Ma main est vide, et je ne sais si la main de celle à laquelle je rêve en secret s'y glissera un jour. Qui est cette jeune fille à laquelle tu rêves en secret demanda le cygne. Je la connais peut-être. J'ai entendu parler d'une tsarine au visage d'ange, dont les yeux brillent comme le soleil de midi. Ses joues sont comme des roses, la lune se couche dans ses cheveux, et son front nacré à l'éclat des étoiles. Son pas est élégant et son sourire pareil à l'aurore. Existe-t-elle vraiment ou est-ce seulement un rêve? Elle existe, répondit le cygne après un moment d'hésitation, mais réfléchis bien avant de lui dévoiler ta flamme, car elle ne désire que le véritable amour. Guidon jura sur son honneur, il était prêt à tout. Il ferait le tour du monde, si nécessaire, à travers les 7 mers, dans la tempête et dans le froid, à la recherche de l'amour. Le cygne se contenta de sourire. Tu es plus près de ton bonheur que tu ne peux l'imaginer, dit-il avec douceur. Avec de grands battements d'ailes, il s'envola dans le ciel, puis se laissa tomber la tête la première dans un buisson d'églantiers en fleurs. Ses plumes volèrent comme des flocons de neige, et il se transforma en une merveilleuse jeune fille, au visage d'ange, au sourire comme l'aurore. Le jeune et beau Guidon se jeta à genoux devant elle et embrassa ses pommes blanches. Puis, la prenant par la main, il l'emmena chez sa mère. Mère, ma chère mère, lui dit-il, bénis notre union pour que nos jours coulent dans la paix, l'harmonie et le bonheur. Que Dieu, subhanahu, vous accorde tout ce que vous souhaitez, répondit celle-ci, émue par la beauté de la jeune fille et la joie de son fils. Les cloches des tours blanches se mirent à sonner à tout rompre, annonçant alentour la nouvelle du mariage. Les jours et les mois passèrent, le bonheur de Guidon était sans faille. Sa douce épouse attendait un enfant, une voile blanche à l'horizon. Cria un matin l'un des gardes de la tour. D'où venez-vous, chers amis demanda le jeune seigneur au marin qui l'avait invité à sa table. Les vents nous ont poussés très loin. Nous avons navigué dans de traîtres tourbillons, dans la tempête et les ouragans, jusqu'à des pays inconnus. La marée nous jetait sur les rochers et des monstres bizarres essayaient de nous attraper. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous avons défié tous les dangers. À présent, nous rentrons chez nous avec de précieuses marchandises. Quand nous aurons dépassé l'île de Bayan, nous mettrons le cap à l'est, vers l'empire du tsar Clair-Soleil. Saluez-le cordialement de ma part, dit Guidon. Il paraît qu'il souhaite visiter mon pays. Dites-lui que je serai très heureux de le recevoir. Le voilier disparut à l'horizon. Cette fois, le jeune seigneur ne pleura pas, car là où il se trouvait, il était comblé de bonheur. Quelques jours plus tard, le voilier arriva à bon port. Clair-Soleil, dans son habit d'or, accueillit aimablement ses hôtes. Mais son regard fatigué trahissait toujours une profonde amertume. À ses côtés se tenaient les deux sœurs, aux paupières rouges et gonflées, et la vieille Babaricha, au nez comme un melon mûr. Dites-moi, marin, avez-vous vu des merveilles dont je n'ai encore jamais entendu parler interrogea le tsar. Nous avons souvent navigué là où un rocher hostile se dressait dans la mer. Quant à l'un des marins, une ville magnifique aux coupoles dorées y a fleuri. Aux portes du palais, dans une maison de cristal, un écureuil casse des noisettes et en sort des émeraudes, gros comme le poing. Il y en a tant et tant qu'une colline éblouissante comme le soleil de midi s'élève jusqu'à toucher le ciel. À l'aube, la mer se soulève et de ces vagues déferlantes qui viennent s'écraser sur les rochers sort une armée de chevaliers, en armure brillante. À leur tête se tient un vieil homme aux longs cheveux blancs, le puissant Guidon. Les accueille, le pays sous la protection des forces mystérieuses de la mer.
Vous m'avez déjà raconté tout cela, dit le tsar, ne cachant pas sa déception. Grand tsar, clair soleil, ajouta le plus jeune des marins, nous avons gardé le plus beau des miracles pour la fin. Guidon nous a présenté sa jeune épouse. Son visage est celui d'un ange. Ses joues ont la couleur des roses. Ses yeux brillent comme le soleil de midi. La lune se couche dans ses cheveux et son front nacré à l'éclat des étoiles. Elle est plus belle encore que le plus beau des rêves. Le jeune et beau seigneur t'envoie ses sincères salutations et attend ta visite. Trouvez-moi un navire, s'écria Clair Soleil, le meilleur de tous, qui puisse sillonner les mers. Nous attendrons des vents favorables et nous naviguerons vers l'ouest. La vieille Babaricha et les deux méchantes sœurs essayèrent en vain de dissuader le tsar, mais cette fois, rien n'y fit. La décision de Clair Soleil était ferme. Taisez-vous, hurla-t-il, je suis las de vos cactages. Je veux rencontrer Gvidon et voir de mes propres yeux toutes les merveilles qu'on m'a racontées. Quelques jours plus tard, Gvidon regardait par la fenêtre la mer bleue et calme, que seule une légère brise agitait. Soudain, il aperçut à l'horizon des voiles gonflées, blanches comme la neige. Des navires majestueux, toute une flottille, s'avançait vers son île autour des mâts, qui brillaient au soleil, tournaient des cormorans. Ma chère mère, s'écria Gvidon, le cœur rempli de joie, regardez qui arrive. Est-ce mon père? L'homme à l'habit brillant comme les étoiles, au front resplendissant de perles, qui se tient sous le baldaquin. Est-ce le grand tsar, clair soleil, votre époux bien-aimé? Une canonnade remplit le silence. Les cloches sonnèrent à tout rompre. Une foule se rassembla dans le port pour acclamer le tsar, clair soleil. Le tsar posa le pied sur la terre ferme, et tendit la main à Gvidon. Puis, au milieu des cris de joie, il se dirigea vers le palais. La vieille Babaricha et les deux méchantes sœurs le suivaient, tremblantes de peur. Gvidon allait voir se mit à rire, car il était si heureux que toute colère l'avait quitté. Aux portes du palais, les 33 chevaliers aux armures resplendissantes firent au tsar une haie d'honneur, et Noirfléau, à la longue chevelure blanche, s'inclina profondément devant lui. Au pied du sapin qui touchait le ciel, l'écureuil dans sa maison de cristal cassait des noisettes pleines d'émeraude. À cet instant, l'épouse de Gvidon sortit pour l'accueillir. Le tsar n'avait jamais vu une jeune femme aussi belle. Ses joues avaient la couleur des roses, ses yeux brillaient comme le soleil de midi. La lune se couchait dans ses cheveux, et son front nacré avait l'éclat des étoiles. Elle sourit au tsar en lui tendant les bras. La mère de Gvidon s'approcha à son tour. Clair Soleil devient soudain très pâle. Rêvait-il ou était-il réveillé? Était-ce sa femme bien-aimée qui se tenait devant lui? Gvidon, ce beau et fier garçon, était-il le fils qu'elle lui avait promis? L'amertume, la peine, la tristesse disparurent en un instant de son regard. Il serra sur son cœur sa femme, son fils et sa belle-fille. Et la vieille Babaricha et les méchantes sœurs, prises d'une peur bleue, elles s'étaient cachées derrière une armoire. Quand on les retrouva, elles n'étaient pas belles à voir. Sales, couvertes de toiles, d'araignées, de vrais épouvantails. Le tsar, tout à son bonheur, éclata de rire en les voyant. Que le diable, alayhi emporte ces femmes perfides, dit-il en détournant la tête. Le festin fut joyeux. Le tsar dansa toute la nuit avec sa femme. J'y étais, j'ai bu avec Clair Soleil et son fils bien-aimé, j'ai goûté tous les mets délicieux, mais j'ai repris mon chemin, et partout où je passe, je raconte cette merveilleuse histoire aux enfants.